histoire émouvante de rédemption, d'amour, de passion et de nouveaux départs. Elle voulait simplement nettoyer la salle de bain du penthouse, mais s'est retrouvée sous la douche avec un millionnaire dangereux. Maintenant, piégée. Dans un jeu de séduction et de secret, elle décide de passer une nuit avec le millionnaire. Regardez cette histoire jusqu'à la fin, vous serez surprise par ce récit. Si vous aimez les histoires d'amour, de romance, abonnez-vous à cette chaîne, laissez votre commentaire. Nous publions des vidéos comme celle-ci tous les jours. Continuons. L'odeur de désinfectant était devenue une partie intégrante de la peau d'Élodie Beaumont, comme une marque invisible qu'elle portait depuis son arrivée à Paris 2 ans auparavant. À 24 ans, elle avait les mains rugueuses de quelqu'un qui connaissait intimement chaque type de saleté que l'élite parisienne préférait ignorer. Dans les silences nocturnes de la résidence Saint-Germain, l'un des immeubles les plus exclusifs du 7e arrondissement, elle se déplaçait comme un fantôme efficace, nettoyant les traces de vie qui ne croiseraient jamais la sienne. Venue d'un petit village perdu dans la campagne normande, Élodie portait en elle un mélange de révolte et de résignation qu'elle n'avait jamais appris à démêler. Son père, pasteur de la seule église évangélique du village, avait façonné son enfance avec des sermons sur la pureté et la soumission, tandis que sa mère avait disparu un matin de septembre, alors qu'elle n'avait que 8 ans. Elle s'était simplement volatilisée, laissant derrière elle seulement une note demandant pardon et une Bible dont plusieurs pages avaient été arrachées. Le pasteur Beaumont n'avait jamais parlé de la disparition de son épouse. Les rares fois où Élodie essayait de poser des questions, il citait des versets sur l'acceptation de la volonté divine et changeait de sujet. La petite fille avait grandi en croyant que questionner était un péché, que le silence était une vertu et que les femmes de sa famille avaient une tendance naturelle à disparaître. À 18 ans, après avoir terminé le lycée et réalisé que sa vie serait une répétition infinie des dimanches étouffants à l'église, Élodie rassembla le peu d'argent qu'elle possédait et acheta un billet de train pour Paris. Elle ne dit pas adieu à son père. Elle laissa simplement une note, comme sa mère l'avait fait des années auparavant, mais la sienne disait seulement « Je pars chercher ma vie ». La grande ville l'accueillit avec la brutalité typique de ceux qui n'ont pas le temps pour les sentimentalismes. Élodie dormit dans des foyers, travailla comme femme de ménage dans des maisons de banlieue, nettoya des toilettes de centres commerciaux et servit du café dans des cafétérias du centre-ville. Chaque travail était une marche d'un escalier qui semblait ne mener nulle part, mais elle montait quand même avec l'entêtement silencieux de quelqu'un qui n'a pas d'autre option. C'est par l'intermédiaire d'une collègue de travail qu'elle apprit l'existence d'un poste de femme de ménage de nuit à la résidence Saint-Germain. Le salaire était 3 fois supérieur à tout ce qu'elle avait gagné jusqu'alors, mais les exigences étaient strictes. Discrétion absolue, efficacité silencieuse, et jamais en aucun cas interagir avec les résidents. L'entreprise sous-traitante qui gérait le nettoyage précisait clairement que les copropriétaires payaient cher, précisément pour ne pas avoir à voir les personnes qui maintenaient leurs vies organisées. Élodie s'adapta parfaitement au travail. Elle arrivait toujours à 23 heures, quand l'activité dans l'immeuble était minimale, et partait avant 6 heures du matin, quand les premiers cadres commençaient à descendre pour leur routine matinale. Elle connaissait chaque appartement par les débris qu'elle nettoyait. L'avocat du 12e étage qui buvait du whisky seul en regardant des photos de son ex-femme. La mondaine du 8e qui prenait des somnifères et laissait des notes désespérées pour elle-même partout dans la maison. L'homme d'affaires du 15e qui recevait des escortes coûteuses et passait ensuite des heures dans la salle de bain à vomir de culpabilité ou de dégoût. Mais il y avait un appartement dans lequel elle n'était jamais entrée. Le penthouse du 30e étage. Selon les autres employés, le propriétaire était un homme réservé qui ne permettait pas le nettoyage externe. Certains disaient qu'il nettoyait lui-même l'appartement. D'autres murmuraient qu'il vivait dans la saleté, comme un ermite moderne. Ce sur quoi tous s'accordaient, c'était que Mathieu Delcourt était mieux laissé tranquille. Élodie connaissait son nom par les journaux économiques qu'elle feuilletait parfois dans la salle d'attente du dentiste public. Mathieu Delcourt, magnat des mines, investisseur en technologie militaire, veuf depuis que son épouse était morte tragiquement 2 ans auparavant. Les rares photos qui circulaient dans les médias montraient un homme d'une 40aine d'années,
aux cheveux foncés avec des fils gris aux tempes, aux yeux clairs qui semblaient voir à travers les gens, et une expression qui oscillait entre l'ennui et une froideur presque prédatrice. Après la mort de son épouse, il s'était complètement retiré de la vie sociale parisienne. Il n'apparaissait plus dans les événements, ne donnait plus d'interviews, n'était plus vu dans les restaurants et clubs fréquentés par l'élite. C'était comme s'il était devenu un fantôme, vivant au sommet de l'immeuble le plus exclusif de la ville, invisible pour le monde en bas. La nuit où tout changea, Élodie était au 29e étage, nettoyant l'appartement d'un couple de médecins qui voyageaient constamment. C'était un mardi de mars, et la pluie battait contre les fenêtres avec l'insistance de quelqu'un qui avait quelque chose d'important à dire. Elle rangeait les produits de nettoyage quand elle réalisa qu'elle avait oublié la raclette dans la salle de bain de la suite. Elle retourna la chercher, mais en entrant dans le couloir, elle se trompa. Tous les étages de l'immeuble avaient des dispositions similaires, et elle, fatiguée après 6 heures de travail, prit l'ascenseur et appuya sur le bouton du 30e étage au lieu du 29e. Elle ne réalisa son erreur que lorsque les portes s'ouvrirent directement dans un appartement au lieu d'un couloir commun. Le penthouse de Mathieu Delcourt était un univers à part. Plafond très haut, fenêtres allant du sol au plafond, offrant une vue privilégiée de Paris, meubles minimalistes dans des tons de gris et noir, et un silence qui semblait avoir son propre poids. Tout était impeccablement propre et organisé, comme si le propriétaire était un fantôme qui ne laissait pas de traces de son existence. Élodie resta immobile quelques secondes, absorbant l'élégance froide de l'environnement. Puis elle se rappela où elle était et se précipita vers l'ascenseur, mais celui-ci s'était fermé automatiquement. Elle essaya de le rappeler, mais le panneau électronique demandait un code d'accès. Elle était piégée. C'est alors qu'elle entendit le son, de l'eau coulant quelque part dans l'appartement, un bruit constant qui semblait venir de partout à la fois. Elle suivit le son, passant par le salon, par la cuisine gastronomique, qui semblait n'avoir jamais été utilisée, jusqu'à ce qui devait être la suite principale. La porte de la salle de bain était entr'ouverte, et de l'intérieur sortait une vapeur dense qui embuait tout autour. Élodie hésita. Elle savait qu'elle devrait rester où elle était et attendre, mais le son de l'eau l'intriguait. Ce n'était pas seulement une douche ou un robinet ouvert, c'était quelque chose de plus complexe, comme si plusieurs sources d'eau fonctionnaient simultanément. Elle poussa la porte et entra dans la salle de bain. C'était un espace luxueux, avec du marbre noir sur les murs, une énorme baignoire au centre et une douche avec plusieurs pommeaux qui avaient été activés automatiquement. La vapeur était si dense qu'elle pouvait à peine voir au-delà, de quelques pas devant elle. Elle chercha un panneau de contrôle pour éteindre les douches. Elle le trouva sur le mur opposé, mais en essayant de l'atteindre, son pied glissa sur le sol mouillé. Elle tomba en arrière, directement dans la douche, entraînant avec elle une pile de serviettes qui était sur un banc à proximité. L'eau chaude l'atteignit de plein fouet, trempant complètement son uniforme de travail. Elle essaya de se relever, mais le sol était glissant et elle tomba à nouveau, cette fois-ci se cognant le coude contre le mur. La douleur lui fit pousser un cri de frustration qui résonna dans la salle de bain. C'est alors qu'il apparut. À travers la vapeur, Élodie vit d'abord une silhouette s'approcher, grande, imposante, se déplaçant avec une précision féline qui contrastait avec le brouillard environnant. Quand la figure émergea complètement de la vapeur, elle se retrouva face à face avec Mathieu Delcourt. Il était nu. Pas complètement. Nu, il avait une serviette enroulée autour de la taille, mais c'était une nudité suffisante pour qu'Élodie sente le sang lui monter au visage avec une force qu'elle n'avait pas expérimentée depuis des années. Son corps était exactement ce qu'on attendrait d'un homme qui avait le temps et l'argent pour prendre soin de lui. Muscles définis sans exagération, peau bronzée, quelques poils gris sur la poitrine qui descendaient en une ligne jusqu'à disparaître sous la serviette. Mais ce furent ses yeux qui la paralysèrent. Gris comme un orage se formant, il l'observait avec une intensité qui semblait la traverser complètement. Il n'y avait pas de surprise dans ce regard, ni de colère pour l'intrusion. Il y avait quelque chose de plus primitif, comme s'il la reconnaissait d'un endroit très profond et très dangereux. « Vous ne devriez pas être ici, dit-il, et sa voix avait la même qualité que son apparence. Contrôlée, mais avec un courant souterrain de quelque chose qu'elle ne pouvait pas identifier. Élodie essaya de se relever à nouveau,
mais glissa pour la troisième fois. Cette fois, ce fut lui qui tendit la main pour l'aider. Le contact fut électrique, ses doigts étaient chauds et fermes, et quand il la tira vers le haut, elle se retrouva plus près de lui qu'elle ne l'avait jamais été d'aucun homme. « Je me suis perdue », réussit-elle à dire, la voix sortant plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. « Je nettoyais l'étage du dessous et j'ai pris le mauvais ascenseur. Je suis désolée, je ne voulais pas... » « Comment êtes-vous entrée ?» Là, question était directe, sans agressivité, mais avec une curiosité authentique. « L'ascenseur s'est ouvert directement dans votre appartement. J'ai essayé de sortir, mais il demande un code. » Mathieu l'étudia quelques secondes de plus. Élodie prit conscience qu'elle était trempée, l'uniforme collé au corps, les cheveux dégoulinant d'eau sur le sol de marbre. Elle devait avoir l'air pathétique, une intruse mouillée dans la salle de bain d'un milliardaire. Mais il ne semblait pas la voir comme pathétique. La façon dont ses yeux se déplaçaient sur elle était lente, délibérée, comme s'il mémorisait chaque détail. Ce n'était pas lascif, c'était quelque chose de plus troublant. C'était comme s'il essayait de déchiffrer une énigme qu'elle-même ne savait pas représenter. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il. « Élodie. Élodie Beaumont. »« Élodie », répéta-t-il, et la façon dont il prononça son nom fit quelque chose d'étrange dans son estomac. « Vous travaillez pour l'entreprise de nettoyage. » Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Elle acquiesça. « Depuis combien de temps ?»« 2 ans. Et vous n'êtes jamais monté ici avant ?»« Jamais. Je ne savais même pas que je pouvais. Je veux dire, je savais que vous habitiez ici, mais tout le monde dit que vous ne permettez pas le nettoyage externe. Et je ne le permets. Pas ?» Il s'éloigna d'un pas mais continua à l'observer avec cette intensité déconcertante. « Alors expliquez-moi pourquoi vous êtes dans ma salle de bain, trempée, au milieu de la nuit. » Élodie raconta à nouveau l'erreur dans l'ascenseur, le fait d'avoir entendu l'eau et d'être entrée pour essayer d'éteindre les douches. Pendant qu'elle parlait, elle remarqua qu'il ne détournait pas les yeux une seule seconde. C'était comme si elle était analysée par un prédateur qui n'avait pas encore décidé si elle était une menace ou une proie. « Vous avez peur de moi ?» demanda-t-il soudainement. La question la prit au dépourvu. Devrait-elle avoir peur? Elle était seule, dans l'appartement d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Un homme riche et puissant qui pouvait lui faire n'importe quoi sans que personne ne le sache jamais. Mais, étrangement, la peur n'était pas ce qu'elle ressentait. « Non », répondit-elle, surprise par sa propre honnêteté. « Vous devriez, dit-il, mais cela ne sonnait pas comme une menace. Cela sonnait presque comme un avertissement. Attendez, ici. » Il sortit de la salle de bain et revint quelques minutes plus tard, vêtu d'un peignoir noir. Il tenait dans ses mains un ensemble de vêtements féminins, un t-shirt blanc trop grand et un pantalon de jogging. « Mettez ça. Vos vêtements sont trempés. » Élodie prit les vêtements, mais hésita. « Où puis-je ?»« Là. » Il indiqua un dressing adjacent à la salle de bain. « Je vais attendre dans le salon. » Elle se changea rapidement, essayant de ne pas penser au fait que ses vêtements avaient probablement appartenu à son épouse décédée. Le t-shirt était trop grand et sentait vaguement un parfum coûteux qu'elle ne reconnaissait pas. Le pantalon aussi était trop ample, mais au moins il était sec. Quand elle sortit du dressing, elle trouva Mathieu dans le salon, assis dans un fauteuil en cuir noir, un verre de whisky à la main. Il y avait un second verre sur la table basse, à côté d'une bouteille coûteuse. « Asseyez-vous, dit-il, indiquant le canapé en face de lui. » Élodie obéit, se sentant étrangement petite dans l'environnement luxueux. Il lui offrit le second verre, mais elle refusa d'un geste. « Je ne bois pas. »« Bien sûr que vous ne buvez pas. » Il y avait quelque chose qui pouvait être de l'amusement dans sa voix. « Laissez-moi deviner. Famille religieuse, campagne normande. Père pasteur. » Elle le regarda, surprise. « Comment savez-vous votre accent, la façon dont vous parlez, comme si vous vous excusiez toujours. Et il y a quelque chose dans vos yeux, une culpabilité qui n'est pas la vôtre, mais que vous portez quand même. » Les mots l'atteignirent comme un coup de poing à l'estomac. C'était comme s'il pouvait voir à travers elle, directement vers les coins les plus sombres qu'elle-même préférait ignorer. « Vous ne me connaissez pas, » dit-elle, plus défensive qu'elle ne l'aurait voulu. « Non, je ne vous connais pas. » Il but une gorgée de whisky. « Mais je reconnais le type, des femmes à qui on a enseigné que leur existence est un péché,
qu'occuper de l'espace est une transgression, des femmes qui passent leur vie entière à s'excuser de respirer. Et vous? Quel genre d'homme êtes-vous? La question sortit avant qu'elle ne puisse se retenir. Mathieu sourit, et ce fut la première expression authentique qu'elle vit sur son visage. Ce n'était pas un sourire agréable. C'était le sourire de quelqu'un qui reconnaissait un défi et décidait de s'en amuser. Le genre dangereux, dit-il. Le genre que les femmes comme vous devraient éviter. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de limite. Parce que quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Et parce que vous, Élodie Beaumont, venez de devenir quelque chose que je veux. Le silence qui suivit était chargé d'une tension qu'elle n'avait jamais expérimentée. Ce n'était pas de la peur, pas exactement. C'était un mélange de danger et d'excitation qui lui donnait l'impression d'être au bord d'un précipice, sachant qu'un pas en avant changerait tout pour toujours. « Je devrais partir, dit-elle, mais elle ne bougea pas. « Vous devriez, acquiesça-t-il, mais vous ne le ferez pas. Comment le savez-vous? Parce que vous avez passé toute votre vie à fuir tout ce qui pouvait vous blesser. Et maintenant, vous êtes assise dans l'appartement d'un étranger portant les vêtements de sa femme morte, conversant sur des choses dont vous n'avez jamais parlé avec personne. Vous n'êtes pas ici par accident, Élodie. Vous êtes ici parce que vous avez enfin trouvé quelque chose qui vaut la peine de ne pas fuir. » Elle se leva brusquement, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Vous êtes fou. » « Probablement. » Il ne bougea pas du fauteuil, se contentant de l'observer avec ses yeux gris qui semblaient tout voir. Mais cela ne rend pas ce que j'ai dit moins vrai. Élodie marcha jusqu'à la fenêtre, essayant d'organiser ses pensées. En bas, Paris s'étendait comme un océan de lumière, des millions de personnes vivant leur vie sans savoir qu'au 30e étage de la résidence Saint-Germain, une femme de ménage de province et un milliardaire veuf tenaient une conversation qu'aucun des deux ne comprenait complètement. « Je dois partir, dit-elle sans se retourner. « Je sais. » Sa voix venait de trop près. Elle se retourna et découvrit qu'il s'était approché silencieusement. « Mais avant, laissez-moi vous faire une proposition. »« Quelle proposition ?»« Travaillez pour moi, directement pour moi. Quittez l'entreprise de nettoyage et venez vous occuper exclusivement de cet appartement. Je ne comprends pas. C'est simple. Vous viendriez tous les jours, vous occuperiez du nettoyage, de l'organisation, des petites choses qui font fonctionner, une maison. En échange, je vous paierai 3 fois ce que vous gagnez maintenant. » Élodie le regarda cherchant le piège. « Pourquoi moi ?»« Parce que vous êtes invisible, parce que personne ne sait que vous existez, et parce que... » Il hésita pour la première fois depuis le début de la conversation. « Parce que cela fait longtemps que je ne me suis pas senti vivant près de quelqu'un. » Et quelle serait la durée de cet emploi? 3 mois. À la fin de cette période, vous déciderez si vous voulez continuer ou si vous préférez retourner à votre vie antérieure. Et les conditions? Une seule. Il y a une chambre, au bout du couloir avec une porte rouge. Vous ne devez jamais y entrer, jamais, en aucune circonstance. La façon dont il dit cela fit courir un frisson le long de sa colonne vertébrale. Il y avait quelque chose dans sa voix, une urgence qui frôlait le désespoir. Qu'y a-t-il dans cette chambre? Des choses qu'il vaut mieux laisser en paix. Élodie savait qu'elle devrait refuser. Elle savait que toute personne censée s'enfuirait, en courant et ne regarderait jamais en arrière. Mais elle n'était pas censée, elle ne l'avait jamais été. Et pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui offrait non seulement de l'argent, mais une chance de découvrir qui elle était, vraiment quand elle ne se cachait pas. « D'accord, dit-elle, j'accepte. » Mathieu ferma les yeux un moment, comme s'il ressentait du soulagement ou de la terreur. Elle ne pouvait pas faire la différence. « Alors c'est fait, dit-il. Vous commencez demain. » Et c'est ainsi qu'Élodie Beaumont, fille de pasteur de Duzetais, la campagne normande, à 24 ans et le cœur plein de secrets non révélés, devint une partie de la vie d'un homme qu'elle ne connaissait pas, mais qui d'une certaine façon la connaissait déjà mieux qu'elle-même. Quand elle descendit finalement du 30e étage cette nuit-là, portant ses vêtements mouillés dans un sac en plastique, elle savait qu'elle venait de franchir une ligne qui ne pourrait pas être effacée. Et la partie la plus effrayante était qu'elle ne voulait pas revenir en arrière. L'ascenseur descendit en silence, la ramenant au monde ordinaire, mais Élodie n'était plus la même personne qui était montée par erreur quelques heures auparavant. Quelque chose avait fondamentalement changé, quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer,
mais qu'elle sentait pulser dans sa poitrine comme un second cœur. Et là-haut, dans le Pentouse silencieux, Mathieu Delcourt resta éveillé jusqu'à l'aube, regardant par la fenêtre la ville qui s'étendait à ses pieds, pensant à une femme aux yeux sombres qui était apparue comme un fantôme dans sa salle de bain, qu'elle, sans savoir comment, avait commencé à le ramener à la vie. Les premiers jours dans le Pentouse de Mathieu furent comme apprendre à respirer dans une atmosphère différente. Élodie arrivait tous les matins à 8 heures, utilisant la clé qu'il avait fait faire pour elle, et trouvait l'appartement immergé dans un silence qui semblait avoir sa propre texture. Mathieu était rarement visible dans les premières heures, mais elle sentait sa présence comme un courant électrique dans l'air, une conscience constante d'être observée même quand elle ne voyait personne. Il avait établi une routine non verbale. Il laissait une liste manuscrite sur le comptoir de la cuisine tous les matins, des tâches spécifiques, détaillées avec une précision presque obsessionnelle. Nettoyer les fenêtres du salon avec des mouvements circulaires, jamais linéaires. Organiser les livres du bureau par auteur, puis par couleur. Arroser les plantes de la terrasse toujours à 14 heures, jamais avant, jamais après. Chaque instruction était une petite fenêtre sur l'esprit contrôlant d'un homme qui avait transformé la prévisibilité en une forme de santé mentale. Mais il y avait autre chose dans les listes, quelque chose qu'Élodie mit quelques jours à remarquer. Entre les tâches pratiques, il intercalait des observations personnelles qui semblaient spécifiquement dirigées vers elle. Vous mordillez votre lèvre inférieure quand vous êtes concentré. Vos pas deviennent plus légers quand vous pensez être seul. Vous touchez toujours la petite cicatrice sur votre main gauche quand vous êtes nerveuse. Ces observations la perturbaient profondément, non pas parce qu'elles étaient invasives, mais parce qu'elles étaient précises. Mathieu l'étudiait avec la méticulosité d'un scientifique, cataloguant ses gestes, déchiffrant ses schémas, la cartographiant d'une manière que personne n'avait jamais faite. Et la partie la plus troublante était qu'elle ne se sentait pas violée par cette attention. Au contraire, elle se sentait vue, véritablement vue, pour la première fois de sa vie. Ils commencèrent à se rencontrer dans les couloirs de l'appartement à des heures qui semblaient fortuites, mais qu'elle soupçonnait d'être soigneusement orchestrées par lui. Mathieu avait une façon particulière d'occuper l'espace. Il se déplaçait comme si chaque environnement lui appartenait naturellement, mais sans hâte, comme un prédateur qui sait que sa proie n'a nulle part où fuir. Quand ils se croisaient, il ne parlait pas immédiatement. D'abord il l'observait, parfois pendant de longues secondes, comme s'il lisait quelque chose écrit sur son front que lui seul pouvait voir. « Vous ne portez pas de maquillage », dit-il un jeudi matin apparaissant dans la cuisine pendant qu'elle organisait les placards. « Je n'en ai jamais porté », répondit Élodie, sans arrêter de travailler. « Pourquoi ? Mon père disait que c'était de la vanité, que Dieu avait fait le visage des femmes comme il le voulait, et qu'essayer d'améliorer l'œuvre de Dieu était un péché. » Mathieu s'approcha, et elle sentit la chaleur de son corps dans son dos. Il ne la touchait pas, mais il était assez proche pour qu'elle puisse sentir sa respiration sur sa nuque. « Votre père se trompait sur beaucoup de choses, j'imagine, » dit-il, la voix basse et trop proche de son oreille. « Comment pouvez-vous le savoir? Parce que vous êtes ici. Et les femmes qui grandissent avec des pères qui ont raison sur tout ne s'enfuient pas de chez elles à 18 ans. » Élodie se retourna pour lui faire face et découvrit qu'il était encore plus proche qu'elle ne l'imaginait. Assez proche pour qu'elle puisse voir les détails de ses yeux gris, les petites lignes autour qui parlèrent de quelqu'un qui avait beaucoup souri dans le passé, mais qui avait arrêté depuis un certain temps. « Vous ne savez rien de moi, dit-elle, mais sans conviction. J'en sais plus que vous ne le pensez. » Sa main bougea, presque touchant son visage, mais s'arrêtant à quelques centimètres de la peau. « Je sais que vous n'avez jamais été embrassé par choix. Je sais que vous n'avez jamais choisi d'être touché. Je sais que vous portez la culpabilité pour des choses que vous n'avez pas faites, et la honte pour des choses qui ne sont pas honteuses. » Le cœur d'Élodie battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Comment ? » « Parce que je reconnais les personnes brisées, Élodie. Je suis un spécialiste en la matière. » Il s'éloigna alors, la laissant les jambes tremblantes et avec une sensation dans l'estomac qu'elle ne pouvait pas identifier. Était-ce de la peur, de l'excitation, de la colère? Peut-être était-ce tout cela à la fois, un mélange explosif d'émotions qu'on ne lui avait jamais appris à gérer.
Les jours suivants apportèrent une escalade subtile mais constante de cette danse d'approche. Mathieu commença à apparaître à des moments inattendus. Quand elle était à genoux en train de nettoyer le sol, il surgissait et restait debout derrière elle en silence, jusqu'à ce qu'elle prenne conscience de sa présence. Quand elle était debout sur une échelle en train d'organiser les étagères hautes, il tenait l'échelle inutilement, ses mains frôlant occasionnellement ses jambes. Ce n'étaient pas des contacts accidentels. Élodie le savait, et il savait qu'elle le savait. C'était un jeu délibéré, une façon systématique de l'habituer au contact physique, de briser ses défenses une par une. Et le plus troublant était que cela fonctionnait. Chaque toucher la rendait plus consciente de son propre corps, plus consciente de sa présence masculine, plus consciente de sensations qu'elle avait passé sa vie entière à essayer d'ignorer. « Vous avez un petit ami ?» demanda-t-il un après-midi, pendant qu'elle rangeait la bibliothèque personnelle qui occupait un mur entier du bureau. « Non. »« Vous en avez déjà eu ?»« Non. »« Pourquoi ?» Élodie hésita. La question était simple, mais la réponse était trop compliquée pour être facilement expliquée. « Je n'ai jamais eu l'occasion. » Mensonge. Le mot sortit sec, définitif. Une femme comme vous a toujours l'occasion. La question est de savoir si elle veut ou si elle a peur. Une femme comme moi? Elle se retourna pour lui faire face, une irritation croissante s'emparant d'elle. Quel genre de femme suis-je selon vous? Mathieu se leva du fauteuil où il était assis et marcha vers elle. Il s'arrêta si près qu'elle dut incliner la tête en arrière pour le regarder dans les yeux. Le genre que les hommes veulent corrompre, dit-il, et il y avait quelque chose de dangereux dans sa voix. Le genre qui éveille quelque chose de primitif, quelque chose que la plupart des hommes ne savent même pas qu'ils ont. Vous avez cet air de pureté qui leur donne envie d'être les premiers à toucher, les premiers à briser. C'est dégoûtant. C'est honnête. Il leva la main et pour la première fois toucha vraiment son visage. Son pouce traça la ligne de sa mâchoire avec une délicatesse qui contrastait avec l'intensité de son regard. La différence entre moi et eux, c'est que je ne veux pas vous briser. Je veux vous apprendre à briser vos propres chaînes. Élodie éloigna son visage, le cœur battant la chamade. Vous êtes fou si vous pensez que nous n'allons rien faire, dit-il. Mais le sourire qui apparut au coin de sa bouche démentait ces mots. À moins que vous ne le vouliez. Je ne veux pas, pas encore. La confiance dans sa voix l'irrita et l'excita en même temps. C'était comme s'il pouvait voir un futur qu'elle ne pouvait pas imaginer, comme s'il savait quelque chose sur elle, qu'elle-même ignorait. Cette nuit-là, pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler dans le Penthouse, Élodie eut du mal à dormir. Elle resta allongée dans son petit appartement de l'Est parisien, repassant mentalement chaque conversation, chaque regard, chaque toucher presque accidentel. Quelque chose se passait en elle, quelque chose qui l'effrayait et la fascinait à parts égales. C'était comme si Mathieu réveillait des parties d'elle qui avaient dormi toute sa vie. Les jours qui suivirent apportèrent une intensification du jeu entre eux. Mathieu commença à laisser les listes de tâches dans des endroits qui l'obligeaient à les chercher, dans des livres qu'elle devait feuilleter, derrière des tableaux qu'elle devait déplacer, dans des tiroirs qu'elle devait ouvrir. C'était une façon de lui faire explorer l'appartement plus profondément, de la rendre complice de la violation progressive de son intimité. Et elle se rendit compte qu'elle aimait ça. Chaque nouvelle découverte sur sa vie l'intriguait davantage. Les étagères pleines de livres sur la psychologie et les neurosciences, les tiroirs organisés avec la précision d'un chirurgien, les plantes sur la terrasse soignées avec une tendresse qui contrastait avec la froideur qu'il montrait envers les gens. La cave à vin à température contrôlée avec des vins très coûteux qui semblaient n'avoir jamais été ouverts. Mais il y avait quelque chose qui l'intriguait par-dessus tout, le couloir qui menait aux chambres. C'était un espace qu'elle nettoyait quotidiennement, mais toujours avec une étrange sensation d'être surveillée. Au-delà de la chambre principale de Mathieu, il y avait 3 portes. 2 étaient toujours ouvertes, un bureau secondaire et une chambre d'amis qui ne recevait clairement jamais d'invités. Mais la 3e porte, au bout du couloir, restait fermée. C'était une porte différente des autres. Alors que toutes les autres portes de l'appartement étaient blanches ou en bois clair, celle-ci était rouge. Pas un rouge vif, mais un rouge profond, couleur de sang séché. Et il y avait quelque chose dans la façon dont Mathieu
regardait en direction de ce couloir quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Un mélange de douleur et d'obsession qui la laissait avec une curiosité qui frôlait le désespoir. La tentation d'ouvrir cette porte devint une présence constante dans son esprit. Mathieu avait été clair, ne jamais y entrer. Mais il n'avait pas expliqué pourquoi, et l'absence d'explication rendait l'interdiction encore plus tentante. Élodie commença à passer plus de temps dans le couloir, nettoyant les mêmes endroits plusieurs fois, toujours jetant des regards furtifs vers la porte rouge. Ce fut un vendredi soir que tout changea. Élodie avait terminé ses tâches et se préparait à partir quand elle entendit un son venant de la chambre de Mathieu. Ce n'était pas un son normal. C'était comme si quelqu'un luttait contre quelque chose, respirant avec difficulté, gémissant de douleur ou de désespoir. Elle hésita dans le couloir, partagée entre l'inquiétude et l'instinct de ne pas s'impliquer. Mais le son continua, devenant plus intense, plus désespéré. Finalement, elle frappa à la porte de la chambre. « Mathieu, tout va bien ?» Il n'y eut pas de réponse. Les sons continuèrent seulement. Elle frappa à nouveau, plus fort. « Mathieu, je vais entrer. » Elle poussa la porte et trouva une scène qui la laissa paralysée. Mathieu était dans le lit, mais ne dormait pas normalement. Il faisait ce qui semblait être un cauchemar violent, le corps tordu, les mains agrippant les draps comme s'il essayait de se retenir à quelque chose. Son visage était contracté dans une expression d'agonie pure. « Non », murmurait-il, la voix rauque et désespérée. « Je ne savais pas. Je ne pouvais pas savoir. Pardon. » Élodie s'approcha du lit sans savoir quoi faire. Elle avait déjà vu son père faire des cauchemars après la disparition de sa mère, mais jamais quelque chose d'aussi intense. Mathieu semblait vivre quelque chose de terrible, une douleur qui venait d'un endroit très profond. « Mathieu » appela-t-elle, touchant doucement son épaule. La réaction fut immédiate et violente. Il se réveilla comme s'il avait reçu un choc, les yeux s'ouvrant d'un coup, le corps se raidissant. Pendant un moment, il ne sembla pas la reconnaître. Il y avait quelque chose de sauvage dans son regard, quelque chose qui la fit instinctivement reculer d'un pas. « Que faites-vous ici ?» Sa voix sortit rauque, presque méconnaissable. « Vous faisiez un cauchemar. J'ai entendu les bruits et je me suis inquiété. » Mathieu passa ses mains sur son visage, comme s'il essayait de se recomposer. Quand il la regarda à nouveau, ses yeux étaient différents, vulnérables d'une façon qu'elle n'avait jamais vue. « Quelle heure est-il » ? « Presque minuit. Vous auriez dû partir il y a des heures. Je finissais quelque chose. » C'était un mensonge. Elle était restée parce qu'elle ne voulait pas partir, parce qu'elle s'était habituée à sa présence, à la tension constante entre eux. « Voulez-vous que je fasse quelque chose ? Du thé ? De l'eau ?» Il l'étudia pendant un long moment, comme s'il essayait de prendre une décision importante. « Restez, » dit-il finalement. « Juste, restez ici. Ne parlez pas. Restez simplement. » Élodie tira un fauteuil qui était dans un coin de la chambre et s'assit à côté du lit. Mathieu se recoucha mais garda les yeux ouverts, fixés au plafond. Sa respiration était encore irrégulière, comme s'il luttait contre une douleur interne. « Elle est morte par une nuit comme celle-ci, » dit-il soudainement, la voix basse et distante. « Pluie, froid, toute la ville endormie, et je n'étais pas là. » Élodie ne demanda pas qui était elle. Elle savait qu'il parlait de son épouse. « Où étiez-vous » ? « À une réunion à Bruxelles. Des affaires qui semblaient importantes à l'époque. » Il rit, mais il n'y avait pas d'humour dans ce son. « Je suis revenu le lendemain et je l'ai trouvé dans la baignoire. La police a dit que c'était un suicide. Médicaments, alcool, eau chaude. Une sortie propre pour une femme qui s'est toujours souciée des apparences. Vous n'y croyez pas ? Je ne sais pas quoi croire. » Mathieu se tourna pour la regarder. « Avez-vous déjà aimé quelqu'un d'une manière qui n'était pas saine ?» La question la prit au dépourvu. « Non, je n'ai jamais. J'aimais Sophie d'une manière possessive. Je voulais contrôler où elle allait, avec qui elle parlait, ce qu'elle pensait. Je croyais que c'était de la protection, mais c'était peut-être une prison. » Il ferma les yeux. « Et peut-être qu'elle a préféré la mort à la prison. Ou peut-être qu'elle est morte pour une toute autre raison. Peut-être. » Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait qu'il ne croyait. Pas d'autre possibilité. Ils restèrent silencieux pendant presque 1 heure. Élodie observa sa respiration se normaliser graduellement,
son corps se détendre, les lignes de tension sur son visage s'adoucirent. Il était presque endormi. À nouveau quand il parla. « Élodie ? Oui ? Merci. » C'était la première fois qu'il remerciait pour quoi que ce soit, et il y avait une sincérité dans sa voix qui la toucha profondément. De rien. Elle se levait pour partir quand il saisit son poignet. Le contact était doux mais ferme. « Rester jusqu'à ce que je m'endorme ?» C'était une demande, pas un ordre. Et il y avait quelque chose dans la façon dont il l'avait dit, une vulnérabilité si rare qu'elle ne put refuser. « D'accord. » Elle se rassit dans le fauteuil et resta là, l'observant s'endormir graduellement. C'était étrange de le voir ainsi, sans le masque de contrôle qu'il portait pendant la journée. Dans son sommeil, il semblait plus jeune, moins dangereux, presque fragile. C'est quand il dormait profondément qu'elle remarqua. Les clés étaient sur la table de chevet, dans un petit trousseau qui incluait une clé rouge différente des autres. La clé de la porte interdite. Élodie resta à regarder les clés pendant longtemps, le cœur battant fort. Elle savait qu'elle devrait partir, qu'elle devrait oublier ce qu'elle avait vu. Mais la curiosité était plus forte que la prudence. Soigneusement, silencieusement, elle prit les clés. Le couloir était sombre et silencieux quand elle s'approcha de la porte rouge. La clé entra facilement dans la serrure, comme si elle était impatiente de révéler les secrets de l'autre. Côté. Ce qu'Élodie trouva quand elle ouvrit la porte était une chambre qui semblait figée dans le temps. C'était un espace féminin, délicat, avec des meubles anciens et du papier peint floral. Mais il y avait quelque chose de troublant dans la décoration. Les murs étaient couverts de photographies de la même femme. Des centaines, sous tous les angles possibles, comme si quelqu'un documentait obsessionnellement chaque moment de sa vie. Au centre de la chambre, il y avait une baignoire ancienne, en fonte, qui était remplie. L'eau s'écoulait lentement, à sontis, un rythme constant et hypnotique. C'était de là que venait le son d'eau qu'elle entendait toujours dans l'appartement. Sur un bureau près de la fenêtre, il y avait des cahiers ouverts avec l'écriture de Mathieu, des pages et des pages de notes, des tentatives de reconstituer les derniers jours de la vie de son épouse, des théories sur ce qui s'était passé, des listes de personnes qui auraient pu avoir des motifs pour lui faire du mal, et puis elle vit l'enregistreur. C'était un appareil ancien avec des cassettes, positionné sur une table à côté de la baignoire. Élodie hésita, mais la curiosité l'emporta. Elle appuya sur le bouton de lecture. La voix qui sortit des haut-parleurs était féminine, douce mais chargée d'une tristesse profonde. Si quelqu'un écoute ceci, particulièrement si cette personne est une femme, je dois vous avertir. Mathieu aime comme s'il se noyait. Il essaiera de vous sauver de choses dont vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Il essaiera de vous protéger de dangers qui n'existent pas. Et dans le processus, il vous noiera avec lui. Élodie sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. La voix continua. J'ai aimé cet homme plus que ma propre vie. Mais aimer Mathieu, c'est comme vivre dans une cage dorée. Belle, luxueuse, sûre, mais quand même, une cage. Et un moment est venu où je ne pouvais plus respirer. Il y eut une longue pause dans l'enregistrement, puis la femme reprit la parole. « Si vous aimez quelqu'un, l'emprisonnez-vous ou le libérez-vous. J'ai pensé pendant longtemps que la réponse était évidente. Maintenant, je n'en suis plus. Si sûr. Peut-être que certaines personnes ont besoin d'être retenues pour ne pas se blesser. Peut-être que certaines personnes ont besoin d'être libérées pour ne pas mourir de l'intérieur. » L'enregistrement continua pendant encore quelques minutes, mais Élodie ne put traiter le reste. Elle était sous le choc, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Était-ce un testament, une confession, un avertissement? C'est alors qu'elle entendit des pas dans le couloir. La panique pure s'empara d'elle. Elle éteignit rapidement l'enregistreur, rangea les clés dans sa poche et essaya de sortir de la chambre. Mais c'était trop tard. Mathieu était debout, dans l'embrasure, la regardant avec une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Ce n'était pas de la colère comme elle s'y attendait. C'était quelque chose de plus complexe. De la douleur peut-être, ou de la déception ou du soulagement. « Je savais que vous feriez cela, » dit-il, la voix trop calme pour la situation. « Mathieu, je peux expliquer. » « Pas besoin. » Il entra dans la chambre et ferma la porte derrière lui. « J'ai laissé les clés délibérément à votre portée. Une partie de moi voulait que vous trouviez cet endroit. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin de savoir si vous étiez assez forte pour faire face à la vérité. » Il s'approcha d'elle.
et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, elle vit de la peur dans ses yeux. Et parce que j'avais besoin de savoir si vous alliez fuir après avoir découvert qui je suis vraiment. Et qui êtes-vous? Mathieu s'arrêta devant elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. Un homme qui a tué sa propre femme sans lever le petit doigt sur elle, dit-il. Et alors, à sa totale surprise, il s'agenouilla. Mathieu, s'il vous plaît, dit-il, et il y avait une urgence désespérée dans sa voix. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous dire la vérité avant que vous ne décidiez de partir. Élodie le regarda. Cet homme puissant, agenouillé sur le sol d'une chambre sanctuaire dédiée à une femme morte, la suppliant de rester et d'écouter une confession qui le détruirait probablement. Et à ce moment, elle sut que peu importait ce qu'il allait dire ensuite. Elle avait déjà décidé de rester. Élodie regarda Mathieu agenouillé devant elle, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle vit en lui, non, pas l'homme puissant et contrôlant, mais quelque chose de beaucoup plus humain et brisé. Il y avait une vulnérabilité dans ses yeux gris qui la toucha à un endroit qu'elle ne savait même pas exister. Les larmes qu'il essayait de contenir faisaient briller ses yeux d'une manière à la fois belle et dévastatrice. « Levez-vous, dit-elle doucement. S'il vous plaît, levez-vous et racontez-moi tout. » Mathieu obéit lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort immense. Il marcha jusqu'à la fenêtre de la chambre rouge et resta dos à elle, regardant la ville qui s'étendait en bas. La position le faisait paraître encore plus solitaire, un homme isolé au sommet de son empire de verre et de béton. « Sophie et moi nous sommes rencontrés il y a 10 ans, commença-t-il, la voix basse et contrôlée, comme s'il rapportait des faits pour un tribunal. Elle était photographe, spécialisée dans les portraits. Elle venait d'une famille traditionnelle de Paris, mais s'était rebellée contre les attentes et vivait de son art. Elle était libre. Libre d'une manière que je n'ai jamais été. » Il s'arrêta, passa la main dans ses cheveux, un geste qu'Élodie reconnaissait déjà comme un signe qu'il luttait pour trouver les mots justes. Je suis tombé amoureux de cette liberté, de la façon dont elle riait sans se soucier de qui l'entendait, dont elle photographiait des sans-abri dans la rue, avec la même révérence qu'elle photographiait des mondaines lors de galas de bienfaisance. Elle voyait de la beauté là où je ne voyais que des problèmes à résoudre. Élodie s'approcha du bureau où se trouvaient les cahiers de notes de Mathieu. Les pages étaient ouvertes sur des schémas complexes, des chronologies détaillées, des listes de noms avec des annotations à côté. C'était comme s'il avait transformé l'enquête sur la mort de son épouse en une science exacte. « Nous nous sommes mariés après 2 ans de relation, » continua Mathieu. « Et au début, c'était parfait. Je pensais avoir trouvé quelqu'un qui pouvait combler les parties vides de mon âme. Sophie pensait avoir trouvé quelqu'un qui pouvait donner de la stabilité à ses rêves. Qu'est-ce qui a changé? J'ai changé. Ou peut-être que j'ai simplement révélé qui j'ai toujours été. » Il se tourna pour lui faire face, et la douleur dans ses yeux était si intense qu'elle dut presque détourner le regard. J'ai commencé à m'inquiéter pour sa sécurité. Paris est une ville violente, et une belle femme comme Sophie se promenant seule avec un équipement coûteux. J'ai engagé des gardes du corps, discrets bien sûr, juste pour me donner la paix de l'esprit. Elle le savait? Au début, non. Mais Sophie était intelligente. Elle a commencé à remarquer qu'il y avait toujours quelqu'un à proximité. Quand elle sortait, elle a commencé à se demander comment je savais où elle était allée, avec qui elle avait parlé. Mathieu rit, mais c'était un son amer. Quand elle m'a confronté, j'ai dit que c'était par amour, que je voulais seulement la protéger. Élodie prit l'un des cahiers et feuilleta les pages. L'écriture de Mathieu était précise, contrôlée, mais il y avait des pages où les mots semblaient avoir été écrits avec plus de force, où l'encre avait traversé le papier. C'étaient toujours les pages qui parlaient des derniers mois de la vie de Sophie. Elle a accepté l'explication, pendant un temps, mais ensuite j'ai commencé à m'inquiéter des personnes avec qui elle travaillait. Certains des modèles qu'elle photographiait venaient de milieux douteux. Certains de ses clients avaient des réputations discutables. J'ai commencé à suggérer qu'elle soit plus sélective. Suggérer? Mathieu hésita. Faire pression. J'ai fait pression pour qu'elle cesse d'accepter certains travaux. J'ai offert de la soutenir financièrement pour qu'elle puisse être plus sélective. Je pensais être généreux. Mais vous contrôliez son travail. Oui,
L'admission sortit comme un murmure. Et quand elle a refusé, j'ai fait quelque chose d'impardonnable. J'ai utilisé mon influence pour faire en sorte que certains clients annulent leur contrat avec elle. J'ai convaincu des fournisseurs d'arrêter de travailler avec elle. J'ai saboté sa carrière et ensuite, j'ai offert de résoudre tous ses problèmes financiers. Élodie sentit un serrement à l'estomac. C'était exactement le type de comportement manipulateur et contrôlant qu'elle avait vu son père exercer sur sa mère. La différence était que Mathieu avait les ressources pour rendre sa manipulation beaucoup plus sophistiquée et efficace. Comment a-t-elle réagi quand elle l'a découvert? Elle a essayé de me quitter. Sa voix se brisa légèrement. Elle a fait ses valises, a dit qu'elle ne pouvait plus vivre dans une cage, même si c'était une cage dorée. Et moi, j'ai paniqué. Je ne pouvais pas accepter qu'elle parte simplement. Mathieu marcha jusqu'à la baignoire au centre de la pièce. L'eau continuait de s'écouler lentement, un son constant qui semblait marquer le rythme d'une douleur qui ne cicatrisait jamais. J'ai supplié. J'ai promis que je changerais. J'ai dit qu'elle pouvait travailler avec qui elle voulait, voyager où elle voulait, faire ce qu'elle voulait. Seulement, elle ne pouvait pas me quitter. Il toucha le bord de la baignoire avec une délicatesse qui contrastait avec la tension dans sa voix. Et elle est restée. Que Dieu me pardonne, elle est restée. Mais ça ne s'est pas amélioré. C'est devenu pire, parce que maintenant je savais qu'elle voulait partir. Je savais que la seule chose qui la retenait ici était la pitié ou la culpabilité ou je ne sais quoi. Et cela m'a rendu encore plus désespéré de prouver qu'elle avait besoin de moi. Élodie commença à comprendre la dynamique malsaine qui s'était établie. Mathieu, par crainte de perdre Sophie, était devenu encore plus contrôlant. Et plus il devenait contrôlant, plus elle se sentait piégée, créant un cercle vicieux qui ne pouvait se terminer que d'une façon. Durant les derniers mois, elle me parlait à peine, continua-t-il. Elle passait des heures dans cette chambre, qui était son studio. Je pouvais entendre le son de l'eau de cette baignoire, qu'elle utilisait pour développer des films analogiques. C'était le seul son qui venait d'ici. Elle avait arrêté de rire, arrêté de chanter, arrêté de faire n'importe quel bruit qui indiquerait qu'elle était vivante. Et vous n'avez rien fait pour changer? J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. J'ai acheté des cadeaux coûteux qu'elle ne voulait pas. J'ai planifié des voyages romantiques qu'elle annulait. J'ai organisé des dîners intimes où nous passions 2 heures en silence. Mathieu se tourna vers Élodie, et elle vit que les larmes avaient finalement commencé à couler sur son visage. Et puis, par une nuit comme celle où vous m'avez trouvé en plein cauchemar, j'ai eu une crise d'angoisse. Une de ces crises où vous sentez que vous allez mourir, où le monde semble s'effondrer. Que s'est-il passé? Sophie m'a trouvé sur le sol de la salle de bain, hyperventilant, pensant que je faisais une crise cardiaque, et pour la première fois en des mois, elle m'a touché. Elle m'a pris dans ses bras, m'a calmé, et resté avec moi jusqu'à ce que je puisse respirer normalement. Sa voix devint encore plus basse, et cette nuit-là, après si longtemps, nous avons fait l'amour. Élodie sentit un pincement étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de la jalousie exactement, mais quelque chose de similaire, une pointe de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. C'était la dernière fois que nous étions ensemble, continua Mathieu. Le lendemain matin, elle semblait différente, pas heureuse, exactement, mais comme si elle avait pris une décision. Elle a dit qu'elle avait besoin de quelques jours seule pour réfléchir. J'ai respecté. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai respecté l'espace qu'elle demandait. Et ensuite, je suis parti pour Bruxelles. Une réunion importante concernant un contrat militaire que je négociais depuis des mois. Sophie m'a encouragé à y aller. Elle a dit que ce serait bon pour nous deux d'avoir du temps séparé. Mathieu ferma les yeux. Dans l'avion du retour, j'étais excité. Je pensais que peut-être nous avions une chance de recommencer. Peut-être qu'elle avait réalisé que nous pouvions trouver un compromis. Mais quand vous êtes arrivé, quand je suis arrivé, elle était morte. Dans la baignoire de notre suite, pas celle-ci, des somnifères, une bouteille de vin vide, de l'eau tiède. La police a dit que c'était un suicide, qu'elle avait laissé une note. Quelle note? Juste une ligne. Pardonne-moi, mais je ne peux plus respirer. Mathieu ouvrit les yeux et regarda directement Élodie, et j'ai su à ce moment-là que j'avais tué ma femme. Pas avec mes mains, mais avec mon amour étouffant. Je l'ai aimée jusqu'à ce qu'elle préfère la mort à la vie avec moi. Le silence qui suivit était chargé d'une douleur si intense qu'Élodie sentit comme si elle suffoquait.
Elle regarda autour de la chambre rouge, les centaines de photos de Sophie, les cahiers obsessionnels, la baignoire qui ne cessait jamais de se remplir. C'était un sanctuaire construit par la culpabilité, un endroit où Mathieu venait pour se punir quotidiennement. « Pourquoi gardez-vous cet endroit ?» demanda-t-elle. « Parce que je mérite la douleur. Parce que si j'arrête de me souvenir, si j'arrête de ressentir la culpabilité, alors elle sera morte pour rien. » Mathieu s'approcha d'elle à nouveau. « Et parce que j'avais besoin d'un endroit pour garder la vérité que personne d'autre ne connaît. » Quelle vérité? Que la nuit avant mon voyage, quand nous avons fait l'amour pour la dernière fois, Sophie m'a dit qu'elle était enceinte. Les mots frappèrent Élodie comme un coup de poing. Elle sentit ses jambes trembler et dut s'appuyer contre le bureau. Elle était enceinte de 2 mois. Elle l'avait découvert la semaine précédente, mais ne savait pas comment me le dire. Elle avait peur que j'utilise la grossesse comme une autre forme de contrôle sur elle. La voix de Mathieu devint un murmure. Et elle avait raison. Je l'aurais fait. J'aurais dit qu'elle ne pouvait plus me quitter maintenant, que nous avions une responsabilité, que l'enfant avait besoin de stabilité. Pourquoi n'a-t-elle pas dit cela à la police? Pourquoi n'était-ce pas dans sa note de suicide? Parce qu'elle savait que si j'apprenais que j'avais perdu non seulement elle, mais aussi mon enfant, je ne survivrais pas. Mathieu s'approcha, encore plus, et Élodie pouvait voir chaque détail de la douleur gravée sur son visage. Même à la fin, même en choisissant la mort, elle essayait encore de me protéger. Élodie ferma les yeux, essayant de traiter tout ce qu'elle avait entendu. C'était une histoire d'amour devenue toxique, de protection devenue prison, de 2 personnes qui s'aimaient, mais qui ne pouvaient pas trouver une façon d'aimer qui ne soit pas destructrice. Et maintenant, vous pensez que vous allez me faire la même chose, dit-elle, ouvrant les yeux pour le regarder. Je sais que je vais le faire. L'honnêteté brutale dans sa voix la surprit. Depuis le moment où vous êtes apparu dans ma salle de bain, trempé et vulnérable, j'ai su que j'allais vouloir vous protéger de tout. J'allais vouloir vous garder en sécurité, contrôler chaque aspect de votre vie, faire en sorte que vous dépendiez de moi, pour tout. Alors pourquoi m'avoir tout raconté? Parce que cette fois, je veux que vous sachiez exactement qui je suis avant de décider de rester. Mathieu leva la main et toucha son visage avec une délicatesse qui contrastait avec l'intensité de ses paroles. Je veux que vous sachiez que je suis un homme dangereux, que je vais essayer de vous aimer d'une manière qui peut vous étouffer, et que si vous décidez de rester malgré tout, ce sera parce que vous avez consciemment choisi de courir ce risque. Élodie sentit son cœur battre si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans son honnêteté, mais aussi quelque chose de libérateur. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un était complètement transparent sur ses défauts, sur ses dangers, sur ce à quoi elle pouvait s'attendre. Et si je dis que je veux courir le risque, alors j'essaierai d'être différent. J'essaierai de vous aimer d'une manière qui ne soit pas une prison. Sa main descendit du visage à son cou, son pouce traçant de petits cercles sur la peau sensible. Mais je ne peux pas promettre que j'y arriverai. Je peux seulement promettre que j'essaierai. « Mathieu, dites encore mon nom, demanda-t-il, la voix rauque. « Mathieu. » Il ferma les yeux comme si son nom dans sa bouche était une prière. « Je n'ai jamais rien ressenti de comparable à ce que je ressens pour vous, dit-il. Avec Sophie, c'était intense, obsessionnel, possessif. Mais avec vous, c'est différent. C'est comme si vous réveilliez des parties de moi que je ne savais même pas exister. Quelles parties? Celles qui veulent protéger sans contrôler, celles qui veulent aimer sans posséder. » Il ouvrit les yeux et la regarda avec une intensité qui lui donna l'impression d'être vu jusqu'à l'âme. « Dakélidon, celles qui veulent être vulnérables sans avoir honte de la vulnérabilité. » Élodie leva la main et toucha son visage, sentant la barbe naissante, la peau chaude, la petite cicatrice près de la tempe qu'elle avait remarquée, mais n'avait jamais osé demander comment elle était apparue. « Je ne me suis jamais sentie en sécurité avec personne, dit-elle. J'ai grandi en pensant que les hommes étaient des créatures qui utilisaient l'amour comme excuse pour le contrôle. Mon père faisait cela avec ma mère, et j'ai juré que je ne laisserais jamais personne me faire ça. Et je suis exactement le type d'homme que vous devriez éviter. » « Oui. » Elle sourit, et c'était un sourire triste mais authentique. « Mais pour la première fois de ma vie,
Quelqu'un est honnête sur ses défauts avant d'essayer de me séduire avec ses qualités. Et cela me donne envie d'essayer. Mathieu inclina la tête, rapprochant son visage du sien. Vous êtes sûr? Parce que si nous faisons cela, si nous franchissons cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Je ne pourrai pas faire semblant que vous êtes juste mon employé. Je ne pourrai pas garder mes distances. Je ne veux pas que vous gardiez vos distances. Le baiser qui suivit fut différent de tout ce qu'Élodie avait imaginé qu'un premier baiser pourrait être. Ce ne fut pas doux ou hésitant. Ce fut urgent, désespéré, comme s'il se noyait et avait besoin de l'air de l'autre pour survivre. Ses mains s'en mêlèrent dans ses cheveux, l'attirant plus près, tandis qu'elle agrippait sa chemise comme s'il allait disparaître si elle ne le tenait pas assez fort. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient difficilement. « Élodie, dit-il, la voix rauque de désir et de quelque chose de plus profond. Je sais. » Elle savait ce qu'il demandait sans avoir besoin d'entendre les mots. « Je veux. Pour la première fois de ma vie, je veux. » Il la prit dans ses bras avec une facilité qui la surprit, comme si elle ne pesait rien. Il la porta hors de la chambre rouge à travers le couloir jusqu'à sa chambre. Le contraste était saisissant. Là où la chambre de Sophie était un sanctuaire du passé, la chambre de Mathieu était austère, minimaliste, comme s'il existait, simplement sans vivre. Il la déposa debout à côté du lit et resta immobile, la regardant comme s'il mémorisait chaque détail. « Vous êtes belle, dit-il, et il y avait une révérence dans sa voix qui la fit rougir. « Je ne suis pas... vous ?»« L'êtes, l'interrompit-il. Pas de la façon évidente, pas de la façon dont les magazines disent que les femmes devraient être, mais vous êtes belle comme peut l'être quelqu'un qui n'a jamais été touché par la vanité. Authentique, réelle. » Il commença à déboutonner sa chemise lentement, lui donnant le temps de changer d'avis, mais elle ne changea pas. Au lieu de cela, elle leva les mains et commença à déboutonner sa chemise à lui, les doigts tremblant légèrement mais déterminés. Quand ils furent nus l'un devant l'autre, il s'arrêta à nouveau. « Je veux que vous sachiez, dit-il, que si vous me dites d'arrêter, à n'importe quel moment, j'arrêterai. Sans questionner, sans insister. C'est votre choix, du début à la fin. » Cette déclaration la toucha plus que n'importe quelle parole romantique aurait pu le faire. C'était du respect dans sa forme la plus pure, et elle réalisa qu'elle n'avait jamais vraiment compris la différence entre être désirée et être respectée jusqu'à ce moment. « Je ne vous demanderai pas d'arrêter, » dit-elle. Ce qui suivit fut une découverte mutuelle à la fois physique et émotionnelle. Mathieu la toucha comme si elle était quelque chose de précieux, qui pourrait se briser s'il n'était pas prudent, mais aussi avec une passion qui lui donnait l'impression de prendre feu de l'intérieur. Elle découvrit que son propre corps était capable de sensations qu'elle n'avait jamais imaginées, qu'il y avait des endroits en elle qui pouvaient répondre au toucher d'une manière qui frôlait le spirituel. Quand ils s'unirent finalement, ce fut avec une intensité qui les laissa muets. Il n'y avait pas de mots pour ce qu'ils partageaient, juste l'urgence d'être aussi proches que possible l'un de l'autre, de devenir une seule personne, même si ce n'était que pour quelques instants. Après, quand ils étaient allongés enlacés, la respiration encore irrégulière, Mathieu traça de petits cercles sur son dos du bout des doigts. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. Élodie réfléchit à la question. Comment se sentait-elle? Différente, transformée, comme si elle avait traversé un pont et ne pouvait plus revenir à qui elle était avant. « Entière », dit-elle finalement. « Pour la première fois de ma vie, je me sens entière. »« Moi aussi, » dit-il, et il y avait une surprise sincère dans sa voix. « Je pensais que je ne me sentirais plus jamais ainsi. » Ils restèrent en silencieux un moment, écoutant simplement la respiration de l'autre, sentant la chaleur des corps enlacés. Dehors, la ville continuait son existence frénétique, des millions de personnes vivant leur vie sans savoir qu'au 30e étage de la résidence Saint-Germain, deux âmes endommagées avaient trouvé un moyen de se guérir mutuellement. C'est alors qu'ils étaient presque endormis qu'Élodie se souvint de quelque chose. « Mathieu. »« Quand votre femme est morte, vous avez dit que les capteurs avaient détecté une seconde présence dans le Penthouse. » Elle sentit son corps se tendre. « Oui, mais la police a dit que c'était une erreur du système, que cela arrive parfois avec les orages électriques. Vous l'avez cru ?»
Il y eut une longue pause avant qu'il ne réponde. « Non. Vous pensez que quelqu'un était ici, la nuit où elle est morte? Je ne sais pas. J'ai passé 2 ans à essayer de le découvrir, enquêtant, engageant des détectives privés. Je n'ai jamais trouvé de preuves concrètes. » Il se tourna pour la regarder. « Pourquoi demandez-vous cela? Je pensais juste. Si quelqu'un était vraiment ici, si ce n'était pas un suicide. Alors ma femme a été assassinée. Et j'ai passé 2 ans à me blâmer pour quelque chose que je n'ai pas fait. » La possibilité plana dans l'air entre eux comme un nuage chargé. Élodie vit quelque chose changer dans les yeux de Mathieu, une étincelle de quelque chose qui n'était plus de la douleur pure, mais un mélange de douleur et d'espoir, et de ce qui pourrait être de la colère. « Vous n'avez jamais sérieusement envisagé cette possibilité? »« Si, mais c'était plus facile d'accepter que c'était ma faute. Parce que si c'était ma faute, alors j'avais le contrôle pour empêcher que cela se reproduise. Mais si quelqu'un l'a tué, alors vous n'avez le contrôle sur rien. » Exactement. Élodie se blottit plus près de lui, essayant d'offrir un réconfort physique pour une douleur qui allait bien au-delà du physique. « Peut-être est-il temps de découvrir la vérité une fois pour toutes, dit-elle. Et si la vérité est pire que la culpabilité, et si elle est meilleure? » Mathieu resta silencieux pendant longtemps, considérant ses paroles. Finalement, il embrassa le haut de sa tête. « Peut-être avez-vous raison, dit-il. Peut-être est-il temps d'arrêter de fuir la vérité. » Et avec ces mots, une nouvelle détermination commença à se former entre eux. Il ne s'agissait plus seulement de l'amour qu'ils construisaient, mais des fantômes qui devaient être affrontés avant qu'ils puissent avoir un véritable avenir. Dehors, la tempête qui avait commencé pendant la nuit continuait, la pluie battant contre les fenêtres, avec une insistance qui semblait faire écho à l'urgence croissante de réponses qui auraient dû être cherchées depuis longtemps. La décision d'enquêter sur la mort de Sophie changea quelque chose de fondamental dans la dynamique entre Élodie et Mathieu. Dans les jours qui suivirent cette nuit de confession et de découverte, ils devinrent partenaires non seulement dans l'amour, mais aussi dans la quête de la vérité. C'était comme s'ils avaient trouvé un objectif commun, qui les unissait d'une manière qui allait au-delà de la passion physique et émotionnelle. Mathieu engagea discrètement un nouvel enquêteur privé, mais cette fois, il ne travaillait pas seul. Élodie se révéla être une partenaire étonnamment efficace, avec une capacité à observer des détails qu'il avait manqués au cours de 2 années d'obsession. Alors qu'il se concentrait sur les aspects techniques et financiers, elle prêtait attention aux éléments humains, aux incohérences émotionnelles qui pouvaient révéler des mensonges ou des omissions. Ils commencèrent par revisiter tous les éléments de la nuit de la mort de Sophie. L'enquêteur, un ancien policier nommé Robert Mercier, apporta une perspective nouvelle sur des preuves qui avaient été archivées depuis longtemps. C'est lui qui suggéra d'examiner plus en détail les enregistrements de sécurité des jours précédant la mort, pas seulement de la nuit en question. Les crimes passionnels ou prémédités se produisent rarement sans signes avant-coureurs, expliqua Mercier lors d'une réunion dans le bureau de Mathieu. Si quelqu'un prévoyait de tuer votre femme, il a probablement fait une reconnaissance des lieux, étudié sa routine, peut-être même pris contact au préalable. C'est Élodie qui remarqua quelque chose d'étrange dans les enregistrements, d'une semaine avant la mort de Sophie. Un homme en costume sombre était apparu 3 fois à la réception de l'immeuble, demandant toujours des appartements à vendre, mais ne montant jamais en voir aucun. Lors de sa 3e visite, il avait longuement parlé avec le portier de nuit, un employé qui avait été licencié peu après la mort de Sophie pour problèmes disciplinaires. « Cet homme, » dit Élodie, pointant la figure sur les enregistrements, « il n'est pas intéressé par les appartements. Regardez comment il observe les ascenseurs, comment il étudie le mouvement de l'immeuble. Il est en train de cartographier. » Mathieu se pencha pour examiner l'image de plus près. Il y avait quelque chose de familier chez l'homme, mais il n'arrivait pas à déterminer quoi. « Mercier, pouvez-vous essayer de localiser ce portier licencié? »« Je suis déjà dessus, » répondit l'enquêteur, « mais il y a un problème. Il a disparu 1 semaine après avoir été licencié. La famille dit qu'il est parti à la campagne, mais n'a pas laissé d'adresse. »« Les gens ne disparaissent pas sans raison, » dit Élodie. « Surtout les personnes qui viennent de perdre leur emploi et ont besoin d'argent. À moins qu'ils n'aient reçu assez d'argent pour disparaître, » compléta Mathieu. L'enquête prit de l'urgence après cette découverte. Mercier réussit à tracer le portier Charles Leroy,
jusqu'à un petit village de Normandie, la même région d'où Élodie venait. La coïncidence était trop étrange pour être ignorée. « Je vais lui parler, » dit Élodie. « S'il se cache en Normandie, peut-être, se sentira-t-il plus à l'aise de parler à quelqu'un de la région? »« Absolument pas, » dit immédiatement Mathieu. « Si cet homme est impliqué dans la mort de Sophie, il pourrait être dangereux. »« Mathieu, » Élodie toucha son bras, « vous ne pouvez pas me protéger de tout. Et si nous allons avoir une relation? »« Réelle, vous devez me faire confiance pour prendre mes propres décisions. » C'était exactement le type de situation qu'il avait décrite la nuit de la confession. L'impulsion de la protéger était presque physique, un besoin viscéral de la tenir éloignée de tout danger. Mais il pouvait aussi voir dans ses yeux une détermination qui ne serait pas dissuadée. Et plus important encore, il pouvait voir qu'elle le testait, vérifiant s'il allait vraiment essayer d'être différent cette fois. « D'accord, » dit-il, luttant contre chaque instinct, « mais je viens avec vous. Et Mercier aussi. » Mercier peut venir, vous restez ici. Élodie. Si vous apparaissez ensemble, un milliardaire parisien posant des questions sur la mort de sa femme, il va s'effrayer et ne dira rien. Mais si c'est juste une femme de la campagne posant des questions sur un voisin, peut-être s'ouvrira-t-il. Mathieu savait qu'elle avait raison, mais cela ne rendait pas l'acceptation plus facile. Passer les 2 jours suivants à attendre des nouvelles fut l'une des choses les plus difficiles qu'il ait jamais faites. Chaque heure sans contact semblait une éternité, et il se surprenait à imaginer tous les scénarios possibles où quelque chose tournait mal. Quand Élodie appela « Enfin », sa voix était tendue d'excitation. « Nous l'avons trouvé. Et Mathieu, il veut parler, mais seulement si vous garantissez qu'il sera protégé. » Protégé de qui? De l'homme qui l'a payé pour laisser la porte du Penthouse ouverte la nuit. Où Sophie est morte. Le monde sembla s'arrêter autour de Mathieu. Après 2 ans à se blâmer, après 2 ans à croire qu'il avait tué sa femme avec son amour étouffant, découvrir qu'elle avait été assassinée était à la fois un soulagement et une nouvelle forme d'horreur. Qui? Le mot sortit comme un murmure. Il ne veut pas parler au téléphone, mais il a dit que c'est quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un qui avait accès à vos informations personnelles, qui connaissait les problèmes dans votre mariage, qui savait quand vous alliez voyager. Mathieu ferma les yeux, traitant les implications. Le cercle de personnes qui avaient ce niveau d'information sur sa vie personnelle était petit, très petit. « Rentrez à la maison, » dit-il, « maintenant. » Le voyage de retour sembla durer une éternité. Mathieu passa les heures à repasser mentalement toutes ses relations professionnelles et personnelles, essayant d'identifier qui pourrait avoir des motifs pour tuer Sophie. Et, plus important encore, essayant de comprendre pourquoi quelqu'un ferait cela. Quand Élodie arriva avec Mercier et l'ancien portier Charles, il était presque minuit. L'homme était visiblement nerveux, regardant constamment par-dessus son épaule, les mains tremblantes quand il essayait d'allumer une cigarette. « Je n'ai jamais pensé que ça aboutirait à un meurtre, » dit Charles, dès qu'ils furent assis dans le salon. L'homme a dit que c'était juste pour lui faire peur, pour la faire quitter la ville. « Quel homme ?» demanda Mathieu, luttant pour garder sa voix sous contrôle. « Votre associé, celui qui venait toujours ici pour les réunions. Grand homme, cheveux grisonnants, toujours en costume gris. » Le sang de Mathieu se glaça. Il savait exactement qui Charles décrivait. Édouard Vidal. C'est ça, monsieur Édouard. Édouard Vidal était plus qu'un simple associé de Mathieu. C'était son ami depuis plus de 15 ans, témoin à son mariage, quelqu'un en qui il avait totalement confiance. Quelqu'un qui connaissait tous les détails de sa vie personnelle parce qu'il était toujours présent aux fêtes, aux dîners, aux voyages en famille. « Qu'est-ce qu'il vous a exactement demandé de faire ?» demanda Mercier. Il a dit que Madame Sophie causait des problèmes à Monsieur Mathieu, qu'elle menaçait de se suicider pour le faire chanter, et que si elle le faisait vraiment, ça détruirait la carrière de Monsieur. Charles tira sur sa cigarette avec des mains tremblantes. Il m'a payé pour laisser la porte du Penthouse, déverrouiller une nuit spécifique, et pour éteindre les caméras de sécurité pendant 2 heures. Et vous l'avez fait. Il m'a payé 50 000 €. 50 000. Je gagnais 2 SMIC par mois. Il a dit que c'était juste pour lui faire peur, pour lui montrer que sa sécurité n'était pas aussi bonne qu'elle le pensait. Charles commença à pleurer. Je n'ai jamais pensé qu'il allait vraiment lui faire du mal. Élodie.
s'approcha de Mathieu et prit sa main. Elle pouvait sentir la tension irradiant de son corps, la lutte interne entre la colère et le choc. « Racontez le reste, » dit Mathieu, la voix dangereusement basse. « J'ai laissé la porte ouverte, éteint. Les caméras, je suis rentré chez moi. Le lendemain, j'ai appris qu'elle était morte. Quand je suis retourné au travail, Monsieur Édouard était là, parlant avec le syndic. Il m'a emmené dans un coin et m'a dit que si je parlais à qui que ce soit de notre conversation, on me blâmerait pour sa mort. Il a dit que j'étais complice. Et ensuite, il vous a licencié pour vous faire taire. Il m'a licencié et m'a donné plus d'argent pour quitter la ville. Il a dit que c'était pour ma propre protection, que la police pourrait vouloir faire de moi un bouc émissaire. » Charles regarda directement Mathieu. « Je jure devant Dieu, monsieur, je n'ai jamais pensé qu'il allait la tuer. Je pensais que c'était juste pour lui faire peur. » Mathieu se leva brusquement et marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, Paris brillait dans l'obscurité, indifférente au drame qui se déroulait au 30e étage. Son esprit traitait non seulement la révélation que Sophie avait été assassinée, mais aussi la trahison de quelqu'un en qui il avait totalement confiance. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sans se retourner. « Pourquoi Édouard ferait-il cela ?»« Je ne sais pas, monsieur, mais... » Charles hésita. « Parlez. Dans notre dernière conversation, il a dit quelque chose d'étrange. Il a dit que certaines personnes ne savent pas ce qui est bon pour elles et que parfois les amis doivent prendre des décisions difficiles. C'est Élodie qui fit le lien. En premier, Mathieu, et si Édouard pensait qu'il vous protégeait, et s'il voyait comment vous souffriez dans votre mariage et avait décidé de résoudre le problème de la seule façon qu'il connaissait? La suggestion était si troublante que Mathieu se retourna pour lui faire face. Vous dites qu'il a tué ma femme pour me sauver du mariage? Je dis que les hommes riches et puissants pensent parfois qu'ils peuvent résoudre n'importe quel problème avec de l'argent et de la violence. Et peut-être qu'Édouard a vu votre malheur et a décidé de prendre une mesure extrême. Mathieu ferma les yeux, se rappelant des conversations qu'il avait eues avec Édouard dans les mois précédents, la mort de Sophie, des conversations où il s'était ouvert sur les difficultés dans son mariage, sur comment il se sentait piégé, sur comment il ne savait plus quoi faire pour reconquérir sa femme. À l'époque, Édouard avait été un auditeur compréhensif, offrant des conseils sur les relations et des suggestions sur la façon de gérer les femmes difficiles. « Mon Dieu !» murmura Mathieu. « Il l'a vraiment fait. » La question maintenant, dit Mercier, est ce que nous allons faire de cette information. C'était une bonne question. Édouard Vidal n'était pas seulement un homme riche et puissant, mais il avait aussi des connexions, politiques et judiciaires qui pourraient rendre très difficile de le tenir responsable du crime. De plus, la seule preuve directe était le témoignage de Charles, un ancien employé qui avait été payé pour faciliter le crime. « Nous allons le confronter, dit Mathieu. Cela peut être dangereux, avertit Mercier. S'il a tué une fois pour vous protéger, il peut tuer à nouveau s'il se sent menacé. Alors que suggérez-vous? Nous avons besoin de plus de preuves, quelque chose qui prouve définitivement qu'il était dans l'appartement cette nuit-là, qu'il a effectivement tué Sophie. C'est Élodie qui eut l'idée. Et si nous le faisions avouer? Comment? Nous savons qu'il a fait cela parce qu'il se soucie de vous, qu'il pensait vous sauver. Et si nous utilisions cela? Et si nous lui faisions croire que vous êtes à nouveau en danger, que vous avez besoin de son aide? Mathieu comprit immédiatement le plan. C'était risqué, mais cela pourrait fonctionner. Vous voulez que je lui dise que vous me causez le même genre de problème que Sophie causait? Exactement. Et s'il a vraiment fait cela pour vous protéger? Peut-être révélera-t-il des détails sur la première fois en essayant de vous convaincre de le laisser résoudre à nouveau le problème. Ça, c'était un plan dangereux qui placerait Élodie directement dans la ligne de mire. Mathieu savait qu'il devrait refuser, qu'il devrait trouver un moyen de la protéger de ce risque. Mais il savait aussi qu'elle avait raison, et que s'il voulait justice pour Sophie, il devrait en prendre quelques risques. D'accord, dit-il finalement. Mais nous le ferons en sécurité. Mercier, vous surveillerez tout, et au premier signe de danger réel, nous abandonnons. 2 jours plus tard, Mathieu appela Édouard et organisa une rencontre au Penthouse. Il dit qu'il avait besoin de conseils sur un problème personnel, quelque chose que seul un ami intime pourrait aider à résoudre. Édouard arriva ponctuellement, comme toujours. C'était un homme élégant dans la cinquantaine, aux cheveux gris parfaitement coiffés et avec un sourire chaleureux qui avait toujours rassuré Mathieu. En le regardant maintenant, sachant ce qu'il savait,
Mathieu ne pouvait pas comprendre. Comment il avait manqué les signes qu'il y avait quelque chose de sinistre derrière cette façade amicale. « Tu sembles préoccupé, mon ami, » dit Édouard, s'installant dans le fauteuil habituel. « Que se passe-t-il »« C'est à propos d'Élodie, » dit Mathieu, suivant le script qu'ils avaient à répéter. « La femme qui travaille ici. »« Ah oui, la femme de ménage, qu'y a-t-il avec elle ?»« Elle devient un problème. Elle s'attache trop. Elle fait des exigences, menace de créer des scandales si je ne réponds pas à ses sentiments. » Édouard se pencha en avant, soudainement intéressé. « Quel genre de menace ?» Elle dit qu'elle va raconter à la presse notre relation, qu'elle va inventer des histoires d'abus, de comment je l'exploite. Mathieu fit une pause dramatique. « Édouard, je ne peux pas traverser un autre scandale, pas après Sophie. »« Bien sûr que non. » Édouard se leva et commença à marcher dans la pièce, exactement comme il le faisait quand il traitait un problème complexe. Les femmes instables peuvent être très dangereuses, surtout pour les hommes dans notre position. « Que penses-tu que je devrais faire ?» Édouard s'arrêta de marcher et regarda directement Mathieu. « La même chose que tu aurais dû faire. Qu'avec Sophie avant qu'il ne soit trop tard. » Le cœur de Mathieu s'accéléra. Édouard marchait directement vers l'aveu. « Que veux-tu dire ?»« Mathieu, nous sommes amis depuis longtemps. J'ai vu comment Sophie te détruisait, comment elle utilisait sa propre instabilité pour te manipuler. » Édouard s'approcha et posa la main sur l'épaule de Mathieu. « J'ai essayé de te prévenir à l'époque, mais tu étais trop aveugle pour voir. » « Me prévenir de quoi ? De ce qu'elle planifiait. » Les menaces de suicide n'étaient pas seulement de la manipulation émotionnelle, Mathieu. Elle prévoyait vraiment de se tuer et de faire en sorte que tu sois blâmé. « Comment le sais-tu » Édouard hésita un moment, comme s'il décidait « Combien révéler ?»« Parce que je l'ai confrontée. La nuit avant ton voyage à Bruxelles, je suis venu ici essayer de la convaincre d'arrêter le chantage émotionnel. Tu étais ici cette nuit-là. J'y étais, et elle m'a tout confirmé. Elle a dit que si tu ne changeais pas complètement, si tu ne devenais pas l'homme qu'elle voulait que tu sois, elle se tuerait et laisserait des lettres te blâmant pour tout. » Édouard serra l'épaule de Mathieu. « Je ne pouvais pas laisser. Cela arrivait à mon meilleur ami. Alors qu'as-tu fait ? Ce qui était nécessaire. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un aveu complet. Mathieu sentit un mélange de nausée et de soulagement. Finalement, après 2 ans, il entendait la vérité. « Tu l'as tué. Je l'ai empêché de te détruire. » Édouard ne montrait aucun remords, et je ferai la même chose à nouveau si nécessaire. C'est à ce moment qu'Élodie apparut dans la pièce, venant du couloir où elle s'était cachée pour écouter toute la conversation. « Comment l'avez-vous fait ?» demanda-t-elle, la voix calme mais ferme. Édouard se retourna, clairement surpris de la voir là. « Que fait-elle ici ?»« Elle répond à des questions, » dit Mathieu. « Comment as-tu tué ma femme, Édouard ?» Édouard regarda de l'un à l'autre, réalisant finalement qu'il était tombé dans un piège. « Vous enregistrez ceci, dit-il, plus comme une constatation que comme une question. »« Oui, dit Élodie. Et nous avons déjà assez de preuves pour vous envoyer en prison pour le reste de votre vie. » La transformation chez Édouard fut instantanée. Le sourire amical disparut, remplacé par une froideur que Mathieu n'avait jamais vue auparavant. « Vous ne comprenez pas, dit-il, la voix maintenant dure. Je t'ai sauvé d'une femme qui allait détruire ta vie. Et maintenant tu t'impliques avec une autre qui va faire exactement la même chose. La différence, dit Élodie, faisant un pas en avant, c'est que cette fois, je sais qui vous êtes. » Édouard. Caric, mais il n'y avait pas d'humour dans ce son. « Tu ne sais rien, petite. Tu ne sais pas de quoi des hommes comme nous sommes capables quand nous protégeons ce qui est à nous. Je sais exactement de quoi vous êtes capable, dit-elle. Vous êtes capable de tuer une femme enceinte parce que vous ne pouvez pas accepter que votre ami soit heureux avec quelqu'un que vous n'approuvez pas. » La mention de la grossesse fit siller Édouard clairement surpris. « Elle était enceinte ? Vous ne le saviez pas ?» Mathieu se leva, la colère prenant finalement le dessus. « Vous avez tué ma femme et mon enfant, et vous ne saviez même pas que vous tuiez un enfant. » Pour la première fois, Édouard sembla véritablement ébranlé. « Je ne savais pas. Elle n'a rien dit sur une grossesse. »« Bien sûr qu'elle n'a rien dit, » explosa Mathieu, « parce que vous êtes apparu chez elle comme un psychopathe, probablement l'avait menacée, et elle essayait de se protéger. Ce n'était pas comme ça, j'ai d'abord essayé de la convaincre rationnellement.
J'ai offert de l'argent pour qu'elle s'éloigne de toi, offert de payer un divorce généreux. Mais elle a refusé. Édouard se défendait maintenant, essayant de justifier ses actions. Elle a dit qu'elle préférait mourir que vivre sans toi. Alors vous avez décidé de rendre cela réalité. J'ai décidé de lui donner ce qu'elle voulait, et j'ai même tout arrangé pour que ça ressemble à son choix, pour que tu ne sois pas blâmé. Comme c'est généreux, dit Élodie avec sarcasme, un assassin prévenant. Édouard se tourna vers elle avec une expression qui glaça le sang de Mathieu. Fais attention à ce que tu dis, petite. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. En fait, je sais exactement à qui j'ai affaire, dit Élodie, étonnamment calme. J'ai affaire à un homme pathétique qui se cache derrière l'argent et le pouvoir, parce qu'il est trop lâche pour gérer ses propres problèmes. La réaction d'Édouard fut immédiate et violente. Il avança vers Élodie, mais Mathieu intercepta, tenant le bras de son ex-ami avec assez de force pour le faire grimacer de douleur. « Ne la touche plus jamais, dit Mathieu, la voix basse et dangereuse. « Ou quoi? Tu vas me tuer ?» Édouard rit. « Tu n'as pas le courage. Tu n'as jamais eu le courage pour les décisions difficiles. C'est pourquoi j'ai dû les prendre pour toi. » « La seule décision difficile ici, dit Mercier, apparaissant à l'entrée de la pièce avec 2 policiers, est de savoir si vous allez coopérer ou si nous allons devoir vous traîner. » Édouard regarda autour, réalisant finalement qu'il était complètement cerné. Toute son arrogance disparut, remplacée par une expression de pure panique. « Mathieu, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes amis depuis des années. J'ai fait... ça pour toi. Tu as tué ma famille, dit Mathieu, la voix brisée par l'émotion. Et ensuite, tu m'as laissé croire pendant 2 ans que j'étais responsable. Tu étais responsable. Si tu avais été un meilleur mari, si tu avais gardé ta femme heureuse, je n'aurais jamais eu besoin d'intervenir. » Les mots frappèrent Mathieu comme des gifles, mais c'est Élodie qui répondit. « La seule personne responsable de la mort de Sophie, c'est vous, et maintenant vous allez payer pour cela. » Édouard fut arrêté sur place, protestant toujours de son innocence et insistant qu'il avait tout fait par amour pour l'amitié. Quand ils l'emmenèrent finalement, le Pentouse resta silencieux, à l'exception du son familier de l'eau s'écoulant de la chambre rouge. Mathieu et Élodie s'embrassèrent au milieu du salon, enfin libres du fantôme qui avait hanté leur vie. Il n'y avait plus de doute, plus de culpabilité, plus de secret entre eux. « C'est fini, murmura Élodie. « C'est fini, acquiesça-t-il. Mais il savait qu'en réalité, cela ne faisait que commencer. Avec la vérité enfin révélée, avec la culpabilité enfin retirée des épaules de Mathieu, ils pouvaient construire une relation basée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Dans les mois qui suivirent, beaucoup de choses changèrent. Le procès d'Édouard fut un scandale national, révélant non seulement le meurtre de Sophie, mais aussi un réseau de corruption et de crimes qu'il avait orchestré au fil des ans. Mathieu coopéra pleinement avec les autorités, fournissant des preuves qui aidèrent à démanteler tout le système. Élodie devint plus qu'une simple compagne. Elle devint une véritable partenaire, quelqu'un qui le défiait à être meilleur, qui attirait son attention quand ses instincts de contrôle commençaient à apparaître, mais qui le soutenait aussi inconditionnellement quand il en avait besoin. Ils transformèrent la chambre rouge. Ils retirèrent les photos obsessionnelles, arrêtèrent la baignoire qui ne cessait jamais de couler et la convertirent en un bureau où Élodie pourrait étudier. Parce que, encouragée par Mathieu, elle avait décidé de terminer les études universitaires qu'elle avait abandonnées quand elle s'était enfuie de chez elle. « Es-tu sûr que ça ne te dérangera pas si j'ai ma propre carrière ?» demanda-t-elle un soir alors qu'elle étudiait pour les examens d'entrée à l'université. « Ça me dérangera si tu n'en as pas, » répondit-il, et cette fois, il ne mentait pas. « Je veux que tu sois indépendante, que tu aies tes propres réussites. Je veux s'être fier de toi, pas te posséder. Et si je veux voyager seul pour le travail, alors je serai inquiet, mais je n'essaierai pas de t'en empêcher. Et si je veux passer du temps avec d'autres personnes, alors je serai jaloux. Mais j'essaierai d'être rationnel à ce sujet. » Élodie sourit. « Au moins tu es honnête sur tes défauts. C'est la seule façon que je connaisse pour ne pas répéter les erreurs du passé. » 1 an après l'arrestation d'Édouard, Mathieu demanda Élodie en mariage. Ce ne fut pas une proposition grandiose ou publique. Cela se produisit un dimanche matin ordinaire, alors qu'ils prenèrent le café sur la terrasse du penthouse, regardant la ville s'éveiller en bas. « Je veux t'épouser, » dit-il, sans préambule. « Pourquoi ?»« demanda-t-elle,
non pas parce qu'elle refusait, mais parce qu'elle voulait entendre la réponse. Parce que tu me connais complètement et choisis quand même de rester. Parce que tu n'as pas peur de mes défauts, mais tu ne les acceptes pas, passivement non plus. Parce qu'avec toi je me sens comme la meilleure version de moi-même. Il prit sa main. Et parce que je veux passer le reste de ma vie à prouver que je peux aimer quelqu'un sans essayer de la contrôler. Et si tu n'y arrives pas? Et si tes instincts de protection deviennent trop forts? Alors tu me rappelleras qui je veux être. Et j'essaierai à nouveau. Élodie considéra la proposition pendant un long moment. Ce n'était pas une décision facile. Mathieu était encore un homme avec des tendances de contrôle, encore quelqu'un qui luttait contre ses propres instincts possessives. Mais il était aussi quelqu'un qui essayait sincèrement de changer, quelqu'un qui l'aimait assez pour lutter contre sa propre nature. « D'accord, dit-elle finalement, mais avec quelques conditions. » Lesquelles? Première, nous faisons une thérapie de couple, régulièrement, pas seulement quand nous avons des problèmes, mais comme maintenance préventive. J'accepte. Deuxième, je garde mon indépendance financière. Je veux contribuer aux dépenses du ménage, je veux avoir mon propre compte bancaire, je veux pouvoir prendre des décisions concernant l'argent sans avoir besoin de ton approbation. J'accepte. Troisième, si je dis que tu es en train d'être contrôlant, tu t'arrêtes et réfléchis avant de réagir défensivement. Ça va être difficile, mais j'accepte. Et quatrième, nous ne nous mentons jamais, jamais, même si la vérité est douloureuse. Surtout si la vérité est douloureuse. Élodie sourit et lui tendit la main. Alors oui, j'accepte de t'épouser. Le mariage eut lieu 6 mois plus tard, dans une cérémonie petite et intime au penthouse. Il n'y avait pas d'invités célèbres ou de célébrations extravagantes. Seulement les personnes qui comptaient vraiment, quelques vrais amis, Mercier qui était devenu un ami proche, et de façon surprenante, le père d'Élodie. Le pasteur Beaumont était apparu à Paris 1 semaine avant le mariage, après des années sans contact avec sa fille. Au début, Élodie ne voulait pas le voir, mais Mathieu l'encouragea à au moins écouter ce qu'il avait à dire. « J'avais tort, » dit le pasteur, assis inconfortablement dans le salon luxueux, « sur beaucoup de choses, sur ta mère, sur toi, sur ce que signifie l'amour. » « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Élodie. « J'ai trouvé les lettres qu'elle a écrites avant de partir. Des lettres expliquant pourquoi elle ne pouvait plus vivre avec moi, comment j'avais transformé notre maison en une prison émotionnelle. » Le vieil homme semblait avoir vieilli de décennies depuis la dernière fois qu'Élodie l'avait vu. Des lettres disant qu'elle partait non pas parce qu'elle ne nous aimait pas, mais parce qu'elle nous aimait trop pour continuer à être un exemple toxique de relation. Où est-elle maintenant? Elle est morte il y a 3 ans, cancer. Mais elle a vécu ses dernières années heureuses, travaillant dans une ONG qui aidait les femmes en situation de violence domestique. Il regarda sa fille avec des larmes aux yeux. Elle demandait toujours de tes nouvelles. Elle regrettait toujours de ne pas t'avoir emmené avec elle. C'était une révélation qui changeait tout sur l'enfance d'Élodie, sur les raisons qui l'avaient amenée à Paris, sur la personne qu'elle était devenue. Mais c'était aussi une validation que ses choix avaient été justes, qu'il était possible d'échapper à des schémas toxiques et de construire quelque chose de meilleur. Le mariage lui-même fut simple, mais profondément émouvant. Mathieu et Élodie écrivirent leurs propres vœux, des promesses à la fois romantiques et brutalement honnêtes sur les défis qu'ils affronteraient. « Je promets de t'aimer sans essayer de te posséder, » dit Mathieu. « Je promets de te protéger sans t'étouffer. Je promets d'être vulnérable avec toi sans utiliser cette vulnérabilité comme manipulation. Et je promets que quand je faillirai à ces promesses, parce que je sais que je faillirai, je reconnaîtrai mes erreurs et essaierai de faire mieux. » Élodie, à son tour, promit « Je promets d'être patiente avec tes défauts sans être passive face à eux. Je promets de te défier à grandir sans essayer de te changer fondamentalement. Je promets d'être indépendante sans être distante. Et je promets que quand tu auras besoin d'espace pour être imparfait, je te donnerai cet espace, mais je te rappellerai aussi qui tu veux être. » Après la cérémonie, quand les quelques invités étaient déjà partis, ils restèrent seuls sur la terrasse, regardant la ville qui avait été le théâtre de tant de drames et de transformations. « Regrettes-tu quelque chose ?» demanda Mathieu. « D'être entré dans le mauvais penthouse cette nuit-là ?» Élodie sourit. « Jamais.
Et toi? De t'avoir laissé entrer dans la chambre rouge, il l'attira plus près. Jamais non plus, même en sachant tous les problèmes que cela a apportés, même en sachant le danger que tu as couru, je ne changerai rien, parce que c'est ce qui nous a amenés ici. À un mariage basé sur une honnêteté brutale et une thérapie préventive. À un mariage basé sur un choix conscient, sur la décision active chaque jour d'aimer quelqu'un malgré la connaissance de tous ses défauts. Élodie se blottit contre sa poitrine, écoutant le battement de cœur qui était devenu aussi familier que le sien. Je t'aime, Mathieu Delcourt. Complètement, consciemment et sans illusion. Et je t'aime, Élodie Beaumont-Delcourt. Dangereusement, mais avec toute la sécurité que je peux offrir. En bas, Paris continuait son existence frénétique, des millions de personnes vivant. Leur vie, beaucoup d'entre elles piégées dans des relations toxiques, beaucoup d'entre elles répétant des schémas destructeurs, beaucoup d'entre elles pensant que l'amour signifiait contrôle ou soumission. Mais au 30e étage de Sartzinstotte, la résidence Saint-Germain, 2 personnes avaient trouvé une façon différente d'aimer. Une façon qui incluait des défauts et de la croissance, de l'honnêteté et de la patience, de l'indépendance et de l'intimité. Ce n'était pas parfait, ce ne serait jamais parfait, mais c'était réel. Et parfois, le réel est meilleur que le parfait. Le son de l'eau avait finalement cessé de couler dans l'appartement. Le passé avait été enterré, la vérité avait été révélée, et l'avenir s'ouvrait devant eux comme une page blanche, attendant d'être écrite avec les mots qu'ils choisiraient ensemble.